Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver à nouveau dans votre programme Ilm wa Hadara, Science et Civilisation. Nous allons aujourd'hui faire le voyage avec vous vers la génomique des plantes. Monsieur Mohamed Hijri, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur ici à l'université Mohamed VI Polytechnique, spécialiste de cette génomique des plantes que j'ai évoquée, directeur d'un centre africain sur la génomique. Avant de préciser l'importance de cette recherche, on va faire avec vous une découverte de votre personne. L'agent de connaissance est aussi important que le contenu de la connaissance. Et l'agent de connaissance que vous êtes a d'abord fait ses études secondaires dans quelle ville? Donc, les études secondaires, je l'ai faites de la ville d'Orsutadla, où je suis originaire. Ah, d'accord. Par la suite, j'ai fait mes études universitaires à l'université Qadaria dans Marrakech, 4 ans. J'ai obtenu la licence et par la suite, j'ai poursuivi donc mes études. Dans quel domaine? Ce sont les sciences Donc, c'est en biologie végétale. Donc, en biologie végétale, voilà. Et quelle a été la motivation pour aller vers le végétal? C'était vraiment un peu le côté vert, les plantes, oui, qui m'ont attiré. Et au fur et à mesure, effectivement, donc, on découvert donc la science et vie. Donc, j'étais attiré vraiment par les plantes dès le jeune âge. La variété des plantes, je crois qu'elle est très instructive pour nous autres humains, parce Absolument. que c'est peut-être même le paradigme de la variété. Il n'y a pas plus dans le règne du vivant plus varié que les plantes. Absolument, absolument. Donc, c'est tout un domaine et effectivement, avec toutes les technologies où est-ce qu'on est rendu maintenant, on a encore à apprendre à partir des plantes et également, donc, c'est un groupe qui permet vraiment à l'humanité vraiment de régler un problème qui est les réchauffements climatiques et la séquestration du carbone. Puisque, bien sûr, les plantes, en faisant la photosynthèse, vont stocker donc une quantité substantielle du carbone qui est dégagé par les activités industrielles de l'humain. Donc, des sciences biologiques générales à la biologie végétale, à la génétique des plantes, ça se passe plutôt à Dijon et pas à Marrakech? Effectivement. Donc, à Marrakech, j'avais une licence qui était biologie végétale. Donc, j'étais allé à l'université de Bourgogne où je me suis À Dijon? À Dijon, tout à fait. J'ai fait une maîtrise donc en biologie cellulaire, sciences et technologies du végétal, où là, vraiment, on a plongé dans l'infiniment petit, effectivement, dans le microscopique, dans l'infiniment petit, et également, donc, suivi d'un DEA à l'époque, là, c'est l'équivalent du master, pour aller vraiment sur la cytogénétique. Là, on est à l'intérieur de la cellule, mais on va focaliser sur le noyau, sur les chromosomes, sur l'ADN, comment est-ce que ces chromosomes sont organisés. Donc, j'ai fait un DEA sur la cytogénétique du petit pois pour essayer du vraiment... petit pois. Exactement. Et je travaille à l'époque avec des sélectionneurs, des améliorateurs des plantes. Et mon objectif à l'époque, c'était de leur fournir des outils moléculaires pour les aider à faire leur programme de sélection. À améliorer la culture du petit pois. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, au moment où vous êtes à Dijon, il n'y a pas que ces premières années de recherche. Ça va se conclure par un doctorat. Tout à fait. Donc, j'ai continué après le DEA. J'ai continué avec le doctorat, mais cette fois-ci, là, vraiment en plongeant dans le sol. Après avoir plongé dans la cellule, tout à fait. On revient au macro. Tout à fait. Après... Il a vraiment allé dans la génétique moléculaire dans un groupe de champignons qui vit dans le sol. Et c'était un groupe de champignons que moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, ça attirait beaucoup ma curiosité. Et également, j'étais inspiré par un de mes professeurs, Hubert Dulieu, qui m'a enseigné la génétique quand j'étais à la maîtrise. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité, après avoir terminé mon DEA, vraiment de faire un doctorat avec lui. Alors, mon projet à l'époque, ça consistait donc à décrypter en quelque sorte. Je suis un parmi les pionniers à vraiment décrypter la génétique à l'intérieur d'une seule espèce. On parle de la diversité intraspécifique, comme on a chez les humains. Oui. On a des gens grands, on a des petits, on a des blancs, on a des noirs, toutes différentes couleurs. Donc, toute cette
Quelle est la diversité correspondance génétique. au niveau des plantes Ben effectivement, dans les plantes aussi, elles ont une diversité génétique qu'on essaie d'exploiter. Et cette à partir du champignon? Vous êtes monsieur champignon. Alors là, vraiment, j'étais allé vraiment dans la diversité génétique du champignon, donc qui est quand même un organisme microscopique. Alors le lien avec les plantes, ben, c'est un groupe de champignons qui vivent en symbiose avec les racines des plantes et qui forment une association symbiotique qu'on appelle la mycorhize. Une association bénéfique pour les Bénéfique, plantes? donnant-donnant. Ah. Donc, les deux partenaires bénéficient de cette Qu'est-ce association. qu'elles se donnent entre elles, les plantes et les champignons? C'est ça. Les plantes donnent quoi? Les champignons donnent quoi? Alors, la plante nourrit le champignon parce que la plante, avec la photosynthèse, va produire le sucre qui va le fournir donc au champignon. Lui, le champignon, c'est comme les humains. Il a besoin de la matière organique pour pouvoir vivre. Par contre, le champignon, lui, il est beaucoup plus efficace d'aller chercher les sels minéraux, phosphore, l'azote, le calcium, ainsi de suite, tous les éléments essentiels que la plante a besoin pour son développement. C'est vraiment donnant-donnant et on a même démontré que cet échange se fait de façon égale. Donc, vraiment une quantité de sels minéraux Totalement versus équilibré. Totalement équilibré. C'est ce qu'on appelle en anglais un trade-off. Oui. C'est vraiment un échange donnant-donnant. Ah oui. Et tout en allant finalement du côté du champignon, c'est sur une coopération plante-champignon que vous avez travaillé. Tout à fait. Et il y avait un intérêt d'étudier, de mieux comprendre donc ces champignons pour vraiment des fins d'application, puisque ce sont des organismes qui vivent en symbiose avec les plantes. Dans un contexte agricole, bien sûr, on peut les exploiter pour, comme étant des biofertilisants pour vraiment améliorer la croissance des plantes, mais en même temps, puisque ce sont des micro-organismes qui vont s'associer avec les racines des plantes, ils vont protéger la plante contre les champignons également, mais cette fois-ci, des champignons nocifs, pathogènes nocifs qui peuvent induire, et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, tout à fait. Et 70% des plantes, des maladies des plantes sont causées par des champignons. Ah, tout de même. Tout de même. Et donc, il faut aller vers ces champignons bénéfiques. Bien sûr. Et essayer de les développer au maximum pour pouvoir... Est-ce que ces champignons-là peuvent aussi lutter contre les champignons pathogènes ou c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe? Donc à peu près. Donc ils ne règlent pas tous les problèmes du monde, mais c'était démontré que ils peuvent protéger la plante contre certains pathogènes racinaires. Également, donc ils peuvent améliorer la défense de la plante, puisque ce sont des champignons qui vont pénétrer à l'intérieur des racines. Donc ils vont stimuler la défense de la plante. Donc une plante qui est mycorhizée va résister mieux aux attaques des pathogènes. Et alors ça, c'est fascinant parce que toute la génomique des plantes, c'est votre rencontre avec cette ville de Dijon. Certainement, il y a eu des rencontres humaines déterminantes parce que souvent, la recherche, c'est des rencontres humaines aussi. Vous avez rencontré des généticiens à Dijon qui vous ont aidé à performer à améliorer votre parcours, votre recherche? Oui, absolument, parce que quand on est étudiant, donc on n'a pas vraiment une vision beaucoup plus large. Oui. Tout ça, donc ce qui fait que l'objectif c'était d'atteindre d'avoir notre diplôme, mais on n'a pas vraiment une vision qui est un peu beaucoup plus loin. Et moi, comme je vous ai dit, j'étais inspiré par vraiment par le professeur là qui m'a enseigné la génétique. C'est certain, j'avais un intérêt pour tout ce qui est, je dirais, biologie cellulaire, mais vraiment donc la curiosité génétique donc s'y concrétisait dans mon projet. C'est au-delà de la cellule, c'est s'occuper de son ADN. Tout à fait, tout à fait. Et par la suite, quand j'ai obtenu mon doctorat en 1999, et un mois après, j'étais allé en Suisse, à Bâle, où j'ai continué donc dans le même sujet en quelque sorte parce que c'est pas loin Dijon-Bâle. Tout à fait, c'est pas très loin, c'est à peine 2h30, 3h. Et puis j'ai continué sur le même projet de recherche en quelque sorte parce que professeur Hubert Delieu, qui était le superviseur de mon doctorat, est parti à la retraite. Oui. Donc j'ai eu le privilège d'être son dernier étudiant. Et j'ai continué, mais avec des outils maintenant des génomiques. Donc en sachant vraiment, en arrivant
donc à Bâle, j'avais l'opportunité vraiment donc de plonger dans la génétique moléculaire, mais en même temps d'approfondir et d'apprendre donc la génomique. C'était vraiment les prémices à l'époque où on a publié le génome humain, qui est venu juste de publier donc en 2000, qui a coûté vraiment des centaines de millions de dollars. Ça a pris 10 ans. Ça s'est beaucoup démocratisé maintenant. Absolument, absolument. Donc, et donc, il y a eu des effets de cette découverte sur le génome humain pour les plantes. Il y a eu... Ben quand même, on a fait des découvertes majeures. Donc, à l'époque, puisque j'étais le laboratoire était à Bâle, un an après, on a déménagé à Lausanne. Et à Lausanne, on a publié quand même un article in Nature, même qui ont suivi d'eux, et qu'on était vraiment les premiers à démontrer que ce champignon n'est pas un diploïde, mais plutôt un hétérokaryotique. Ça, c'est vraiment une découverte majeure. On n'a jamais eu avant. Alors, on va préciser un peu de quoi il s'agit. Donc, c'est un organisme, un seul individu, qui contient une diversité génétique qui est extraordinaire, qui n'a jamais été répertoriée. En principe, chaque individu, vous, moi, on a un génome. Chacun a un génome. Ce qu'on a démontré à l'époque, c'est un seul organisme, un seul individu, champignon, contient plusieurs génomes. Ça c'est extraordinaire. Dans le même individu. Oui. Un organisme avec plusieurs génomes. Tout à fait. Oui, c'est époustouflant. C'est absolument donc ce qui fait que c'était vraiment la découverte majeure donc à l'époque. Et qu'est-ce que ça va permettre concrètement à ce champignon? C'est d'avoir vraiment la flexibilité. Il peut s'associer avec différentes espèces de plantes, avec du petit pois. À chaque fois, il va mobiliser un génome différent. Tout à fait. Donc, il est capable d'avoir toute la diversité génétique, toute la plasticité qui va lui permettre de s'adapter à son environnement. Oui. Après Dijon, après Bâle et Lausanne, et on voit chaque fois que vos voyages sont ponctués de recherches nouvelles, vous voilà à Montréal pour un long moment. Et permettez-moi de le dire, on sent un petit accent canadien que vous avez encore aujourd'hui. Alors, à Montréal, maintenant, vous êtes professeur, vous n'êtes plus du tout jeune chercheur. Quel a été l'environnement qui vous a accueilli là-bas, qui a accueilli vos recherches? Alors, c'était tout à fait une coïncidence. J'ai jamais pensé d'aller rejoindre le Canada en aucun cas, mais vous avez mentionné tantôt que quand on fait de la recherche, quand on fait des études d'un doctorat, on rencontre des gens. Et j'ai eu la chance de rencontrer ma femme, qui était une Québécoise, donc à Dijon, et qui a suivi donc un mariage. Et puis effectivement, donc mon premier fils est né en Suisse. Et j'avais fait une promesse à ma femme. Le jour où on va avoir des enfants, donc, je vais penser peut-être à aller au Canada puisqu'il était originaire. Donc, quelle générosité pour elle. Absolument. Donc, en 2005, donc j'ai rejoint l'Université de Montréal comme un professeur assistant et j'ai fait toute ma carrière donc à l'Université de Montréal en passant par un professeur associé et un professeur titulaire donc en 2016, dont je continue encore vraiment à faire donc mes recherches là-bas. Et j'ai un chapeau de mycologue. Donc, de mycologiste, c'est vraiment l'expert des champignons. C'est ce que je disais, vous êtes monsieur champignon. Tout à fait, tout à fait. Et là-bas, donc, c'est vraiment, on est très peu, même à travers le Canada, il y a très peu vraiment d'experts en mycologie. Malheureusement, donc, il y a beaucoup de collègues qui sont partis à la retraite, qui n'étaient pas remplacés. Le renouvellement. Tout à fait. Et effectivement, donc, le domaine de la mycologie, c'est tout un domaine à découvrir. À l'époque, on disait que les champignons sont reliés aux plantes ou non, ce n'est pas relié aux plantes, ce sont les animaux. C'est ni l'un ni l'autre. C'est tout un règne du champignon qui est extraordinaire. Une diversité aussi énorme. C'est par de loin donc le groupe d'êtres vivants le plus diversifié dans la planète. Certes, on a des nuisibles, des pathogènes. Ils peuvent même tuer certains gens, donc parce qu'on a des champignons mortels. Donc, on a des accidents régulièrement, malheureusement. Mais quand même, c'est vraiment un domaine là, qui est fascinant. Et précisément, donc, dans vos enseignements et dans vos recherches au Canada, est-ce qu'il y avait aussi, je suppose, des études de terrain et la diversité des plantes canadiennes? Comment ça se passe par rapport à ce qu'on connaît ici au Maroc? Oui, tout à fait. Alors, en termes
Des études, oui, on fait de la recherche. Aussi, on a donc de l'enseignement. J'ai fait beaucoup de recherche fondamentale. Donc, on essaie vraiment de poser des questions fondamentales qui vont nous permettre de mieux comprendre donc la biologie donc de ces organismes. Depuis, je dirais, une dizaine d'années, donc je commence vraiment avec l'âge et avec la sagesse, je commence à vraiment plus penser des applications. Comment est-ce que je peux rendre mes connaissances que j'ai acquis vers quelque chose de concret? Et donc, c'est là vraiment où je commence vraiment à m'intéresser à toute la recherche appliquée. Donc, j'ai eu de la chance et le privilège de diriger des gros projets qui sont financés là par des organismes prestigieux sur vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser donc les champignons qui sont associés à leur association avec les plantes pour essayer de régler des problèmes concrets. Alors, on a développé des technologies pour essayer de décontaminer des sites pollués par des activités industrielles, ce qu'on appelle la phytorémédiation ou la mycorémédiation, en exploitant l'association entre les microbes et les plantes. Et c'est là encore où je commence vraiment donc de sortir dans mon domaine du mycologue ou de mycologie. Pour aller vers les technologies génétiques. C'est ça, et du microbiome. Et c'est là vraiment où je commençais à voir que dans la nature, tout est interrelié. Les champignons vivent avec les plantes, mais les champignons interagissent avec les bactéries, la plante interagit avec les bactéries, et ça crée vraiment donc tout un réseau qui est extrêmement complexe. On est habitué à parler du microbiote pour ce qui est de nos viscères et de notre intestin. Là, il s'agit du microbiome, et c'est ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire tout un écosystème d'échanges, d'interconnexion entre, vous avez dit, des bactéries, et des champignons. Des champignons. Oui. Et d'autres organismes microscopiques. Alors, juste une précision, effectivement, les gens, quand ils entendent parler de microbiome, de microbiote et ainsi de suite, alors, le microbiome, quand on le définit, c'est comme étant l'habitat de la communauté microbienne. Et la communauté microbienne, c'est le microbiote. Alors, par abus de langage, en fait, c'est un terme que plus les anglophones qui vont l'utiliser. Oui. Donc, on va dire le microbiome comme étant la communauté microbienne. Ah oui. Alors, quand on le définit vraiment là, littéralement, donc, ou le terme approprié, donc le microbiote, c'est tout simplement, c'est une communauté. C'est ça. Donc, les microbes. Moi, j'aime bien le mot communauté parce que ça donne quand même quelque chose de moins individualisé. Le langage est parfois trompeur. Oui. On dit on s'attend à quelque chose d'individualisé, non, alors que vous parlez d'une communauté. Absolument, c'est toute une communauté. Et ça, c'est le microbiologiste, là, ils le savent depuis très, très, très longtemps. Donc, une espèce ou un genre, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment la communauté et qu'est-ce qu'elle fait. Donc, les fonctions. Et ça, c'est des mots-clés. Ce qu'on veut, c'est d'essayer vraiment, donc, de comprendre, peu importe qui c'est qui est dans la communauté, ce qu'on veut, c'est des fonctions. Donc, la fixation du carbone. C'est très pragmatique. Bien sûr. Donc, la nutrition azotée. Donc, on cherche vraiment des fonctions et on peut faire une analogie sur le microbiote intestinal, le microbiote humain. Et maintenant, on sait, on a très bien documenté qu'il y a certaines maladies qui sont tout à fait reliées donc au microbiote. La diversité taxonomique du microbiote intestinal, on peut faire vraiment une analyse de ce qui se passe dans l'environnement et en agriculture. Tout à fait. On est rendu maintenant avec des outils de génomique qui vont nous permettre vraiment de mieux comprendre cette communauté qui est complexe et qui est dynamique. Donc, le matin, donc du matin jusqu'au jour, ou bien donc au fil des saisons, ben, c'est une communauté qui évolue et c'est une communauté qui essaie de s'adapter donc aux changements qui sont dictés par les conditions environnementales. Vous avez justement, je parlais de technologie associée à cette recherche. Il y a une technologie dont le nom a commencé à quand même se faire connaître auprès du grand public, les ciseaux génétiques, la technologie de CRISPR-Cas9. Alors on dit CRISPR-Cas9, peut-être que ça fait un petit peu acronymique et bizarre. Vous allez peut-être nous préciser, puisque vous dites que là, au Canada, vous étiez de plus en plus dans l'idée des applications et du retour vers le sociétal des recherches, du bénéfice de ces recherches. Alors, ces ciseaux génétiques, cette technologie de CRISPR-Cas9, en quoi elle fonctionne, comment elle fonctionne et de quoi s'agit-il d'abord? D'accord.
Donc, on va expliquer de quoi s'agit-il. En fait, c'est tout simplement, c'est le système immunitaire des micro-organismes, des bactéries. Alors, les bactéries, ils ont développé un système immunitaire contre l'attaque des virus. Alors, quand un virus va rentrer dans une cellule bactérienne, donc, il y a des motifs, donc, on appelle de l'ARN, qui est associé, donc, à des cellules, ce qu'on appelle des endonucléases. Endo, ça va couper, nucléase, parce qu'il va couper l'acide nucléique. Et en fait, c'est vraiment tout simplement un système qui va reconnaître les virus. Et si on vont reconnaître ces virus, ils vont tout simplement les dégrader. Donc, ils vont le couper en petits morceaux. Donc, le virus ne va pas nuire à la bactérie. Parce que la bactérie ne le fait pas d'elle-même, ou c'est pour la renforcer sa défense, ou pour lui donner une défense qu'elle n'a pas? C'est ça, c'est pour se protéger. C'est vraiment une défense. Mais elle ne se protège pas d'elle-même, il faut quand même intervenir par ces ciseaux-là? C'est ça, c'est vraiment l'outil. C'est l'outil que la bactérie va utiliser. Ah, c'est l'outil de la bactérie elle-même. Nous, on a des anticorps. On a des anticorps, on a des lymphocytes, Donc, les bactéries, elles ont des molécules. Donc, cette molécule qui va servir vraiment au système immunitaire de se protéger contre les virus. Mais on parle de technologie, pas seulement d'éléments naturels de défense. Voilà. Donc, on connaît ce système-là depuis très longtemps. D'accord. Alors, CRISPR-Cas9 et toute la technologie du gene editing, bien sûr, la découverte majeure, c'était faite par les deux chercheurs qui leur a fallu donc le prix Nobel. Donc, il y a à peine une dizaine d'années. C'est ça. Alors, ils sont arrivés avec vraiment l'outil technologique parce que ils ont réussi à expliquer vraiment ce qu'on appelle le guide RNA. Donc, c'est un petit morceau d'ARN qui va permettre vraiment de guider de tout ce complexe. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu qu'ils ont deux petits morceaux d'ARN, ils ont synthétisé un seul brin. Et c'est là vraiment où l'idée qui a complètement révolutionné donc la biotechnologie, c'est qu'en utilisant ce même système, on est capable d'aller corriger un gène défectueux. Donc, si on a donc un petit élément, on a une mutation qui n'est pas la bonne, avec ce système, on peut fabriquer vraiment exactement la copie correcte, on l'insère et on peut aller réparer. Ça, c'est ce qu'on appelle genome editing. C'est qu'on peut l'éditer, mais on peut aussi insérer une fonction d'intérêt. Je peux essayer de faire une correspondance avec la médecine fœtale des fœtus, parce que maintenant on intervient de plus en plus sur le fœtus, et pour des maladies génétiques, des maladies rares, eh bien cette technique de CRISPR-Cas9 est aujourd'hui précisément tentée. Ce sont les balbutiements de la médecine fœtale. Oui, absolument. Mais tout cela est déjà hyper performant et performatif et efficace et efficient au niveau des plantes. Oui, absolument. Donc, c'est à peu près la même analogie, on peut le tracer là-dedans. Donc, cet outil va permettre, ou déjà il permet, on a des résultats donc concrets, donc aux sélectionneurs, donc de développer de nouvelles variétés avec des traits qui sont désirés, donc des traits qui sont voulus. Donc, on peut vraiment développer une variété, donc de plantes, très rapidement. Sur un espace, au lieu que ça prend une dizaine d'années, voire plus, on est capable de le faire en 2-3 ans. Donc, c'est un gain considérable, mais également, donc, on peut cibler la fonction d'intérêt. Et là, le Japon, donc, depuis à peine tout récemment, donc, ils ont vraiment mis sur le marché une tomate, pas pour se nourrir, mais plutôt nutraceutique. Parce qu'ils ont vraiment développé une tomate avec des antioxydants, riches en antioxydants, et on la vend comme étant vraiment un produit nutraceutique. Ah oui. Presque comme un médicament. Absolument. Donc, on n'est pas loin d'un médicament, mais quand même. Donc, ça, c'était une révolution. L'année dernière, le Canada donc, a autorisé donc, cette technologie qui, il faut préciser, ce n'est pas des OGM. Et là où on a un débat, comment la perception nord-américaine et la perception, je dirais, européenne, c'est différent. Donc, c'est pas un organisme génétiquement modifié, c'est un organisme génétiquement réparé. Exactement. Donc, c'est ça, parce qu'on va pas prendre un gène étranger et on va l'insérer. On fait tout simplement la réparation. En Europe, ils disent, c'est plutôt l'outil. Donc, le fait qu'on a utilisé un outil pour essayer de faire cette intervention, c'est déjà ça vraiment. Donc, il y a le principe de précaution. Et donc, effectivement, alors que en Amérique du Nord, on a une perception, donc peu importe le produit, si j'ai une tomate, j'ai pas deux gènes étrangers, et c'est cette tomate dans laquelle on a réparé un gène, où on a introduit donc une fonction par le biais de mutation, c'est une tomate, comme les autres.
Les éléments éthiques, vous les avez commencé à les aborder. Ces éléments éthiques, selon vous, il n'y a pas de normes standards, c'est-à-dire que les pays adaptent ce que l'on appelle de plus en plus un guide de bonne pratique. Et pour vous, c'est très important éthiquement de distinguer les organismes génétiquement modifiés de la technologie CRISPR-Cas9 qui fait la réparation des gènes, c'est ça? Oui, absolument. Donc nous, les scientifiques, on connaît de quoi est-ce qu'il s'agit. On connaît les outils. Oui. Donc, mais dans le grand public, et bien sûr, c'est leur droit aussi donc de connaître et d'avoir, comme en Europe, ben, ils ont le principe de précaution. C'est cela. Ben, effectivement, donc c'est à débattre. Donc effectivement, la technologie existe. Je vais peut-être rapidement formuler le principe de précaution, c'est-à-dire ne pas engager une recherche qui pourrait donner lieu à des dommages irréversibles. Tout à fait. Donc, en amont, prévoir, mais c'est très difficile, quel pourrait être un dommage irréversible. Ça peut être le cas avec les OGM, ça peut pas être tout à fait le cas avec la technique CRISPR-Cas9. C'est ça. Pour les plantes, ça peut régler, parce que quand même, malgré que c'est des organismes, que ça, la législation peut s'adapter. De toute façon, tout le temps, la technologie est toujours en avance par rapport à la législation, mais pour l'humain, ben, effectivement, ça pose question. Donc là, effectivement, comme on dit, on peut faire un bébé sur catalogue. Est-ce qu'on peut l'accepter? Non, je veux un bébé ou je veux un enfant avec des yeux bleus, ou je veux donc avec des cheveux blancs. Ben, ça, c'est les dérives complètement. Ça, c'est des dérives. Effectivement, les technologies existent. Oui. Donc, mais effectivement, donc il faut là bien cadrer. Très important parce que vous savez, il y a deux façons de se rapporter aux technologies. Soit comme vous, on est enthousiaste et on est un praticien et on voit comment les choses se passent. Soit parfois de l'extérieur, on ne voit que les dérives et on prend le point de vue des dérives pour stopper le travail du chercheur. En réalité, ça peut pas convenir de prendre le point de vue des dérives, bien que il faut rester vigilant sur la possibilité d'une dérive. Mais la dérive n'est pas l'étalon de mesure pour juger d'une technologie, n'est-ce pas? Tout à fait. Et également, pour un scientifique, nous, on a soif de connaissances. Et bien sûr. Donc, on veut vraiment comprendre. Et ça veut pas dire tout le temps, donc, on va faire des applications ou des dérives ou quoi que ce soit. Mais c'est légitime pour les scientifiques d'apprendre et de comprendre. Et il n'a jamais été prouvé que l'ignorance était mieux que la connaissance. Tout à fait. Et nous, notre devoir aussi, c'est de transmettre le savoir. Bien sûr. Alors, à propos de transmission, on arrive à la fin de l'émission. 4 phases, je vois dans votre parcours. Les sciences biologiques à Marrakech, la génomique des plantes à Dijon et à Bâle, les technologies du vivant et les biotechnologies au Canada. Et vous voilà maintenant ici, à la tête d'un centre africain de génomique. Ici, quand je dis ici, à l'université Mohamed VI Polytechnique, il y a, tout le monde le sait, un déficit de connaissances génétiques des plantes africaines, et c'est peut-être une des missions de quand on va sur le site de votre laboratoire, c'est ce que l'on voit, un engagement véritablement pour mieux connaître les génomes des plantes qui poussent en Afrique. Absolument, et c'est mon défi. Effectivement, c'est tout un défi, et un des objectifs vraiment qu'on s'est donné, c'est de répertorier et de comprendre la biodiversité africaine. Quand j'ai dit la biodiversité africaine, vraiment d'un contexte beaucoup plus large, ben, les plantes, donc les animaux, donc les microbes, donc africains. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les Africains, ou je dirais vraiment le chercheur africain, va peut-être extraire de l'ADN, l'envoyer en Europe, en Asie, aux États-Unis, faire le séquençage, va faire les analyses et nous envoie les résultats. Donc, l'idée avec ce centre d'African Genome Center, c'est vraiment d'avoir l'expertise et les technologies, donc à la disposition localement, fait par des Africains pour la biodiversité donc africaine. Donc, ça, c'est une chose. Donc, la deuxième chose, c'est la formation. On veut offrir à nos étudiants marocains et africains l'opportunité d'apprendre ces technologies. Donc, l'autre mission qu'on a, c'est d'aider la société, d'aider donc les partenaires, vraiment, donc de faire le transfert de technologie. Donc, ça aussi, c'est une mission donc de African Genome Center. C'est essentiel. Et vos étudiants s'orientent vers quels sont les sujets pour lesquels ils sont enclins de s'engager?
Alors, répertorier, comprendre la biodiversité. Le classement, c'est déjà important. Exactement. Donc, c'est la première chose. Donc, on a des projets. Archiver les choses. Absolument. Donc, on a déjà des découvertes. Donc, des articles scientifiques sont en cours de préparation, d'autres qui ont déjà été apparus. Donc, quand on prend ou qu'on étudie le microbiome, je donne l'exemple qu'on connaît de plus, le microbiome du sol africain, juste pas loin d'ici de Ben Guerir. Donc, on a potentiellement découvert plusieurs centaines de nouvelles bactéries qu'on n'a jamais répertoriées. Effectivement, avec l'outil donc d'analyse de génomique du microbiome par des technologies qu'on appelle la métagénomique, donc on est capable vraiment de mieux comprendre, de répertorier et également pour aider à conserver cette biodiversité. Ça aussi, c'est important. Et le fait qu'il va le permettre de générer ces connaissances et que de les rendre disponibles aux chercheurs africains, ça va nous permettre vraiment de mieux protéger donc la biodiversité, donc les changements climatiques et éviter donc la perte de cette biodiversité. Et donc, vous veniez de le dire en pointillé, les enjeux agricoles ou de l'agriculture sont directement liés à ce bon diagnostic des sols. Bien sûr, la fertilité. Donc effectivement, donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas longtemps, donc on associe la fertilité du sol avec les caractéristiques physico-chimiques. Notamment, on va aller faire donc le dosage des éléments chimiques et on corrèle ça avec la fertilité. Et on sait que maintenant la composante biologique est extrêmement importante. Et donc ça va nous permettre de comprendre donc de développer des outils technologiques qui vont nous permettre de vraiment étudier ou faire la santé du sol, comment est-ce qu'on peut prédire qu'un sol est en santé ou un sol qui est dégradé. Oui. Donc ça, c'est quelque chose. Pour ne pas faire de l'agriculture à l'aveugle sur n'importe quel sol, non, il faut aller de manière sélective sur les sols porteurs. C'est cela? C'est ça. Et le sol vivant. Le sol est vivant. Le sol est vivant. Mais il est plus ou moins fertile. Absolument. Donc, sujeté à des dégradations. Donc, ces connaissances vont nous permettre vraiment d'essayer d'améliorer la santé de ces sols. Merci beaucoup, Monsieur Hijili. C'était passionnant de suivre avec vous cette vie des plantes, cette communauté et non pas cette individualité de ce qui se trouve sous nos pieds et qui grouille de richesse sous l'œil de vos innovations. Merci, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, pour votre écoute attentive et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.